tous, je vous propose donc ce 8e cours dans ce bloc dévolu à l'analyse vectorielle d'une part et dans une deuxième partie, d'ici plusieurs séances encore, le calcul d'intégrales multiples pour des fonctions à plusieurs variables. Bien évidemment, nous sommes en pleine étude et découverte des propriétés des fonctions à plusieurs variables et je voulais préciser par rapport à notre dernière rencontre un point important concernant la démonstration que je vous ai proposée concernant le lemme de Schwartz. Tout est établi selon les règles de l'art, j'ai envie de dire. Simplement, rappelez-vous, je voulais préciser, peut-être par manque de clarté éventuellement, pour certains d'entre vous, je voulais rappeler la chose suivante. J'avais montré que la dérivée partielle croisée d2f sur dx dy au point xy, par exemple, eh bien, j'avais montré que c'était la limite. Alors, dans cet ordre-là, c'était quand h tend vers 0, puis la limite quand k tend vers 0, d'une certaine quantité a de hk sur hk. Et puis, en même temps, je vous avais montré que la dérivée partielle croisée dans l'autre sens, donc cette fois-ci en dérivant partiellement d'abord par rapport à x puis par rapport à y, alors on avait montré très facilement que c'était la limite quand k tend vers 0 de la limite quand h tend vers 0 de la même quantité a de hk sur hk. Et comme l'objet du lemme de Schwartz c'était de montrer que sous certaines conditions que je vous rappelle, à savoir que les dérivées partielles d'ordre 1 sont continues au voisinage du point considéré, ici j'ai écrit xy, mais c'était au point x0, y0 dans la formulation du lemme de Schwartz que je vous ai proposé, eh bien, je vous ai donc montré que l'idée c'était de montrer que ces deux limites étaient égales, autrement dit qu'on pouvait intervertir l'ordre dans la limite en k et la limite en h. Et en fait, j'ai établi avec vous que finalement, eh bien, ces deux dérivées partielles, on avait montré que d de f sur dx, dy au point xy, au point x0, y0, eh bien, c'était évidemment d2f sur dy, dx au point xy, parce que, et voilà la précision que je voudrais rajouter, ces deux quantités étaient égales à la limite quand hk tend vers 0, 0, de a de hk sur hk, la fameuse quantité à considérer dans ces deux dérivées partielles. Autrement dit, on a obtenu plus que ce qui était nécessaire. De prime abord, il fallait montrer la possibilité de permuter les deux limites. Mais en faisant la démonstration, j'ai obtenu, grâce à la continuité notamment des dérivées partielles d'ordre 1 et puis évidemment la continuité des deux dérivées partielles d'ordre 2 croisées, celles qui nous intéressent, c'était les deux ingrédients de cette démonstration, j'avais obtenu que ces deux dérivées partielles étaient égales à cette même limite. Mais quelle est-elle cette limite? C'est carrément la limite de la quantité a de hk sur hk, c'est-à-dire fonction de deux variables h et k, où h et k, les deux tendent vers 0, chacune de son côté, les deux variables en question. Et donc, cette quantité-là était égale aux deux dérivées partielles impliquées dans notre lemme de Schwartz. Autrement dit, par rapport au début de la démonstration, je vous rappelle qu'à partir du moment où cette limite existe, ce qui était le cas, si cette limite existe, et ça, je ne l'ai pas rajouté dans mon propos, de facto, on l'avait vu pour les limites des fonctions à deux variables, de facto, les limites en question, quand h puis quand k tendent vers 0, ou quand k puis h tendent vers 0, sont égales. C'était l'une des propriétés des limites des fonctions à deux variables, nous sommes dans le cas des fonctions à deux variables. Si la limite existe, lorsque le couple hk tend vers 0, 0, alors, si cette limite existe, alors les deux limites, cette fois-ci, j'ai presque envie de dire à variables séparées, d'abord h puis k ou d'abord k puis h, ces deux limites sont bien égales, ce qui permet d'avoir une cohérence dans la démonstration du lemme de Schwartz, si vous voulez, en précisant ce point-là, à savoir que ces deux limites sont égales parce qu'on a bien plus à l'arrivée. On n'a que cette limite-là, eh bien, non seulement existe et vaut, évidemment, les deux dérivées partielles d'ordre 2 qui nous intéressaient. Voilà, je pensais utile de faire cette précision.
Et nous allons pouvoir continuer maintenant. Alors, la suite, je vous en avais parlé, je vous avais promis de voir un contre-exemple où les deux dérivées partielles d'ordre 2 croisées, donc celles qui sont en jeu dans le lemme de Schwartz, eh bien, il y a des cas de figure, bien évidemment, où ces deux dérivées partielles ne sont pas égales. Et le mieux pour illustrer ce propos, c'est de considérer l'exemple suivant. Alors, contre-exemple, si vous voulez, on va voir ça tout de suite. Contre-exemple. Alors, on va considérer la fonction f de xy qui vaut le produit xy par multiplié par x2 moins y2 sur x2 plus y2. Et ceci lorsque x et y sont différents de 0, 0. Et puis 0 en 0, 0. Et on va démontrer que les deux dérivées partielles croisées d'ordre 2, donc les deux dérivées partielles d'ordre 2 croisées sont différentes au point 0, 0. Alors, un petit calcul que je vous épargne et que vous pourrez faire par vous-même sans difficulté, c'est de montrer que quel que soit x différent de 0, 0, eh bien, on a les deux dérivées partielles premières qu'il nous faut calculer à partir de cette expression. Donc, il n'y a pas vraiment de difficulté. Donc, je le fais, je vous donne le résultat. df sur dx au point xy, vous allez trouver sans aucune difficulté vraiment y fois x4 plus 4x2 y2 moins y4 sur x2 plus y2 au carré. Voilà, ça c'est la dérivée partielle en x. Alors celle en y, elle ressemble, mais il n'y a pas de symétrie, attention, à cause de ce signe entre x2 et y2. Donc il y a une pseudo-symétrie, ce n'est pas de la vraie symétrie. Donc on ne peut pas tout de suite écrire en changeant le rôle de x et de y dans la première dérivée partielle pour obtenir la deuxième. Alors après calcul, vous allez trouver x, facteur de x4, moins 4x2, y2, moins y4. Sur la même chose, x2 plus y2 au carré. Voilà, donc ça c'est un calcul analytique. Alors on va faire maintenant, ça c'est pour xy différent de 0, 0. Et puis alors maintenant, df sur dx si vous voulez. Donc le point suivant qu'il nous faut évaluer, c'est df sur dx en 0, 0. Alors, df sur dx en 0, 0, on peut l'écrire avec h, si vous voulez, on peut l'écrire avec x, comme vous voulez. On va garder les notations. Donc, c'est la limite quand h tend vers 0 de f, eh bien, de h et de 0, moins f de 0 et de 0 sur h. Voilà. Eh bien donc, ça c'est la définition, hein, n'est-ce pas, de la dérivée partielle en x au point 0, 0. Le deuxième argument ne bouge pas, il est nul. Et le premier, c'est le point x0 égale 0. Donc, rappelez-vous, c'est x0 plus h, moins la valeur en x0. Donc, ça fait bien h, 0, moins, etc. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ben, vous voyez que c'est assez trivial, hein, c'est la limite quand h tend vers 0. F de 0, 0... poubelle, on va peut-être un peu rajouter de ponctuation mathématique, ce qui ne gâche rien dans l'histoire. Et là, f de h est de 0. Donc il nous faut prendre dans cette expression-là le deuxième argument à 0, c'est-à-dire y égale 0. Donc ça va donner 0. Donc ça va vous donner limite de 0 sur h, si vous voulez. Et donc ça fait bien, ça fait pas bien, ça fait tout simplement 0. Pour des raisons évidentes. Alors, certains vont peut-être être un peu ennuyés, mais je vais refaire un petit zoom là-dessus. F de h est de 0. Rappelez-vous, on le dit, on l'écrit des fois, ce calcul vaut pour h différent de 0, bien évidemment. Et donc, quand h est différent de 0, eh bien, vu que ça revient à dire que x est différent de 0 ici, x est différent de 0 et y égale 0. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Vous allez avoir x fois 0, ça fait bien 0, fois x2, bah, ça fait encore 0, divisé par x2, d'accord? Donc, ça vous donne 0.
c'est bien ce que j'ai écrit ici, divisé par h. Donc il n'y a pas d'état d'âme à avoir là-dessus. Deuxième calcul important nécessaire pour notre évaluation, df sur dy maintenant en 0, 0. Alors on va l'écrire avec les notations habituelles, limite qu'en k, hein, pour respecter, puis je vais rajouter k différents de 0 si vous voulez, on peut le dire. Alors c'est quoi? Eh bien c'est f de 0 et de k moins f de 0 et de 0 sur k. Sur k. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe, hein? Ça fait limite quand k tend vers 0 de... Donc, f de 0, 0, poubelle de nouveau, f de 0 et de k. Ben, vous voyez que c'est la même histoire, k différent de 0, donc c'est le y en quelque sorte qui est quelconque non nul, et x qui vaut 0, f de 0 et de k. Ben, de nouveau, ça fait 0. Pour le f de 0 et de k, ça fait 0 sur k, et donc, ça donne une dérivée partielle première df sur dy en 0, 0, qui est nulle également. Alors maintenant, on va pouvoir, fort de ces deux résultats en 0, 0, et des dérivées partielles premières en x et en y, et des dérivées partielles en x et en y pour x, y différentes de 0, 0, du point de vue analytique, comme je vous l'ai rappelé, eh bien, on peut maintenant calculer d2f sur dx, dy en 0, 0. Ça, rappelez-vous, c'est d sur dx de df sur dy en 0, 0. Et à partir du moment où on a mis ça sous cette forme-là, c'est bien la limite quand h tend vers 0 de, c'est df sur dy en, eh bien, cette fois-ci, c'est en, alors on a dit en h, donc c'est en h et en 0, moins df sur dy en 0, 0 sur h. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit ça, df sur dy en 0, 0, il est encore au-dessus, ça vaut 0. Et attention, maintenant, df sur dy, rajoutons-le quand h est différent de 0. Donc df sur dy en h0, df sur dy en h et en 0. Alors, je vais diviser, donc là, je vais mettre y à 0, et je vais mettre à la place de x un h. Ça va donner quoi? Donc, comme il va y avoir un h divisé par h, il n'y a plus de h. Il nous reste donc ici du h4 sur du h4, puisque y vaut 0. Donc, ça donne 1. Qu'est-ce que je vous dis? Je vais l'écrire, hein, si ça vous rassure. Limite quand h tend vers 0, de h4 sur h4. Et comme h, avec toujours notre h différent de 0, d'ailleurs, qui permet de simplifier. Et donc, ça donne plus 1. Contrôle. Quand on a besoin d'évaluer df sur dy en h et en 0. Donc, ça veut dire le deuxième argument est nul, ça c'est nul, et ça c'est nul. D'accord. Maintenant, on divise par h, donc le x qui s'appelle h est simplifié, il reste du h4 au numérateur, et il reste bien du h4 au dénominateur, c'est QFD. Donc vous avez cette première dérivée partielle croisée qui vaut plus 1. Même calcul maintenant pour l'autre dérivée partielle croisée, d2f sur dy dx en 0, 0. Alors, eh bien, définition, c'est d sur dy de df de df sur dx en 0, 0. C'est la limite quand k tend vers 0, on va rajouter k différent de 0, de, eh bien, c'est df sur dx, alors comme on a une dérivée partielle en y, et que c'est donc en k, c'est donc en 0 et en k, moins df sur dx en 0, 0, et le tout divisé par k. Il n'y a pas de difficulté, hein, on écrit les définitions tranquillement des dérivées partielles, quel que soit l'ordre, j'ai presque envie de dire, en fonction de leur définition, hein, tout simplement. Alors df sur dx en 0, 0, il est là. df sur dx en 0 et k. df sur dx en x égale 0 cette fois-ci. X égale 0, ça veut dire que ces deux quantités sont nulles. Et en k, je remplace y par k et je divise par k.
Y vaut K, je divise par K, il n'y a plus de K, c'est le cas de le dire. Ouh là, ça fait beaucoup de K, mais enfin ça marche quand même. Et il reste donc moins K puissance 4, X vaut 0 sur K puissance 4. Donc je vais l'écrire, c'est la limite quand K tend vers 0, et vous voyez ce qui se passe évidemment, K différent de 0, de, donc le numérateur, je veux mettre le signe là où il va bien, donc c'est un df sur dx, c'est bien là, on a un 0 ici, donc là on a bien un moins K puissance 4, puisque K divisé par K c'est simplifié, donc ça fait bien moins K puissance 4, et il reste bien au dénominateur K puissance 4. Et donc, vous voyez qu'après simplification, eh bien, on obtient moins 1. On obtient moins 1, autrement dit, les deux dérivées partielles sont différentes. Les deux dérivées partielles croisées secondes sont différentes pour cet exemple. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je vais donc passer maintenant à la suite, après vous avoir bien spécifié qu'il faut donc faire extrêmement attention, même vous voyez sur un cas assez simple analytiquement, les dérivées partielles secondes croisées ne sont pas tout le temps égales. Le lemme de Schwartz, que l'on a vu, que l'on a démontré, garantit cette égalité entre ces dérivées partielles secondes, mais il n'en est rien dans la plupart des cas, enfin dans un certain nombre de cas. Il y a de nombreux cas, on va dire à l'envers, où cette égalité a lieu, mais il y a des cas, comme celui que l'on vient de voir, où cela ne marche pas. Voilà, il faut faire assez attention. Alors, deux remarques, plutôt une remarque, et puis des gros théorèmes maintenant, dont nous allons voir la démonstration d'ailleurs, tout au moins pour l'un des deux fameux bien connus dans la littérature. Quand on a fait le premier, on sait faire le deuxième au niveau de la démonstration. Mais avant cela, une petite remarque. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On va dire, il faut quand même être en mesure d'aller un peu plus loin dans la dérivation, la dériver une fois, deux fois. Ben, écoutez, on peut, lorsque c'est possible, lorsque la fonction petit f est suffisamment régulière, c'est-à-dire dérivable en fonction de ses propriétés, alors on peut définir eh bien, une dérivée d'ordre n, évidemment, on peut définir la dérivée partielle d'ordre n. Alors, d'ordre n, que je vais écrire p plus q, avec évidemment p et q deux entiers, non nul parce que ça ne présente pas tellement d'intérêt. Alors c'est la dérivée partielle d'ordre n de f, respectivement d'ordre p par rapport à x et d'ordre q par rapport à y. On peut aussi l'écrire d de p plus q, si vous voulez, sur dxp dyq. Alors bon, vous avez compris le principe de la généralisation. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, évidemment, il faut que la fonction f permette ce genre de dérivation successive. Et là, je vous l'ai fait avec des fonctions à deux variables. Hein. On peut aussi généraliser, alors vous voyez ce qui peut se passer. Hein. Pour une fonction à n variables, vous auriez une notation comme ça. dx1 puissance, on va dire n1, dx2 puissance n2, etc. dx, alors c'est une fonction à p variables, donc dxnp sur dxp, voilà la dérivée partielle d'ordre n, où elle est partiellement dérivable n une fois par rapport à la première variable, n deux fois par rapport à la deuxième, np fois par rapport à la pm, et évidemment vous avez n1 plus n2
plus np qui vaut grand N, la dérivée d'ordre n considérée. Hein. Ça, c'est une petite extension que je voulais vous montrer. C'est l'occasion pour nous de voir finalement qu'il n'y a pas de véritable difficulté à écrire la dérivée partielle ou quoi que ce soit d'autre pour des fonctions à plusieurs variables et pas seulement deux variables, comme je l'ai considéré dans ce cadre de cours pour simplifier et identifier plutôt les propriétés intrinsèques à ces fonctions à plusieurs variables, écrites dans la plupart de nos investigations pour des fonctions à deux variables. Voilà, nous allons voir maintenant donc les propriétés de cette dérivation dans des cadres un peu plus, je dirais, élaborés de ces fonctions à deux variables, et ceci dans le cadre de deux théorèmes. Donc nous allons voir ça maintenant. Propriété, j'ai envie de dire, et dérivation composée. Alors, la dérivation composée, vous la connaissez tous. Dérivation composée, vous la connaissez tous pour des fonctions à une variable. Il y a deux situations essentielles pour lesquelles on est amené à devoir dériver une fonction à deux variables ou à plusieurs variables. J'ai envie de dire, avec une composition, avec cette notion de composition. Alors, théorème 1, donc soit f, une fonction de xy, et on va supposer suffisamment de régularité pour pouvoir mettre en place ce théorème. On va supposer que cette fonction est C1 au voisinage d'un point x0, y0. C'est-à-dire, je vous rappelle, ça veut dire que les dérivées partielles d'ordre 1 de cette fonction, df sur dx et df sur dy, sont des fonctions elles-mêmes continues au voisinage du point x0, y0. Et je vous rappelle d'ailleurs que ça veut dire aussi que la fonction donc est elle-même continue, puisque cette régularité imposée sur les dérivées partielles premières implique la continuité, on l'avait vu, de la fonction elle-même au voisinage du point x0, y0. Alors, le cadre est le suivant. On suppose que x et y sont des fonctions elles-mêmes d'une variable t, sont des fonctions de la variable réelle, la variable t, et on suppose donc que ces deux fonctions sont C1 au voisinage d'un point T0. Ça veut dire quoi, hein, pour que les choses soient claires? Ça veut dire, on a alors, eh bien, la fonction qu'on va appeler phi, qui à t associe, regardez bien, f de x de t, y de t, défini au voisinage de t0, eh bien, phi de t est dérivable en t0, et on a phi prime de t0 que l'on va noter de manière abusive, et je vais expliquer pourquoi. Df sur dt en x de t0, y de t0. Eh bien, ça va être égal à df sur dx, on va l'établir au point, je vais dire x0, y0, pour simplifier la notation, je vais expliquer tout de suite, fois x' de t0, plus df sur dy au même point, y' de t0. Alors là, en cours de route, j'ai rajouté, je vais le mettre ici, voilà, avec, vous l'avez deviné, eh bien les notations suivantes, x0 c'est x de t0 et y0 c'est y de t0. D'ailleurs, ça apparaît ici, voilà. Voilà le résultat que l'on va établir. Donc, première chose, je considère, puisque la fonction f dépend des deux variables x et y, elles-mêmes fonction d'un paramètre d'une variable réelle t,
je peux considérer la fonction qui, à la variable t, associe cette quantité qui est dans R. C'est toujours des fonctions à valeur dans R, je n'ai pas précisé, mais on est toujours dans ce cadre-là pour l'instant. Et donc ce nombre-là dépend de t. Donc c'est ce qu'on appelle cette fonction, je l'appelle temporairement phi. Et cette fonction, on va le voir, est dérivable. Et on va noter cette dérivée de manière abusive, df sur dt. Pourquoi c'est abusif? Je vous l'ai dit en cours de route. Eh bien parce que f est une fonction de deux variables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de dériver f par rapport à t, si ce n'est au travers de cette fonction phi qui, elle, a un sens comme fonction de la variable t, si vous voulez. Donc, la dérivée au point t0, ça a un sens pour phi, et c'est ce qu'on note, df sur dt en x0, y0, si vous voulez, par rapport à cette notation intermédiaire. Et voilà la formule donc, que l'on va établir à présent. Donc, preuve. Il nous faut donc évaluer phi' de t0. Donc, par définition, c'est la limite quand h tend vers 0 de phi de t0 plus h moins phi de t0 sur h quand h tend vers 0. Et cette limite, il nous faut montrer qu'elle existe, qu'elle est finie, pour avoir carrément non seulement la finitude, mais cette expression-là. Aussi, il nous faut maintenant évaluer la quantité phi de t0 plus h et lui retrancher phi de t0. Or, phi de t0 plus h. Ben écoutez, il n'y a qu'à écrire, ça c'est phi de t, donc c'est f de, attention, à la place de t, on a t0 plus h. Donc c'est f de x de t0 plus h, y de t0 plus h. Alors maintenant, x et y sont des fonctions de la variable t, c'est 1 au voisinage de t0. Donc je vais pouvoir développer à l'ordre 1, vu la régularité de x de t et de y de t, au voisinage de t0. Je vais donc dire que c'est f de, eh bien, x de t0 plus h, x' de t0 plus petit o de h. Alors d'ailleurs, je vais le réécrire autrement parce que x de t0, c'est x0, donc ça va me donner un peu d'air. Comme je vais avoir la même chose de l'autre côté, vous voyez. Donc on va juste capitaliser ces deux notations pour un petit peu alléger l'écriture. Parce que ici, j'ai besoin d'écrire un développement à l'ordre 1 de la fonction x de t au voisinage de t0. Et je vais avoir la même chose pour y de t0. Donc ça donne f de x0 plus h x' de t0, là je peux obligé de laisser x' de t0, je n'ai pas donné de notation, plus petit o de h. Et la même chose, y0 pour la deuxième variable, décidément, plus h y' de t0, plus petit o de h. Voilà. Et donc vous voyez ce qui apparaît. Hein, évidemment, par ce développement au premier ordre des deux fonctions à une variable x de t, y de t, il apparaît x0 ici et y0 avec un terme dont on voit bien par sa structure qu'il correspond à chacun des termes ici à des infiniment petits. Comme f est supposé C en voisinage de x0 et y0, je vous renvoie au théorème que nous avons démontré du développement limité d'une fonction à deux variables dès lors que ses dérivées partielles premières sont continues, c'est-à-dire que la fonction est C1. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire. Eh bien, f de x0, y0, plus, eh bien, l'accroissement, donc ici, c'est h, x' de t0 plus petit o de h fois df sur dx en x0, y0, plus la même chose, cette fois-ci, y0 plus h, y' de t0 fois df sur dy au point x0, y0, et puis plus petit o, n'ayons pas peur. De quoi? De cet infiniment petit sur la première variable, de cet infiniment petit pour la deuxième. Donc plus un petit o de h, x' de t0 plus petit o de h
h y' de t0 plus petit o de h, et je ferme la parenthèse. Donc on a des petits taux de petits taux. Des petits taux de petits taux, on peut le dire très facilement, ce sont des petits taux, mais on va le voir justement, donc ne vous inquiétez pas. Mais encore une fois, ça, si vous appelez ça grand H1 et grand H2, si vous voulez, eh bien là, on a écrit petit taux de H1, H2, ni plus ni moins par rapport à un développement limité au premier rang de la fonction petit f au voisinage de x0, y0, ni plus ni moins. Petit aparté, on est en train d'évaluer phi de t0 plus h, on doit retrancher phi de t0, mais phi de t0, c'est f de x0, y0, qui apparaît là. Très bien. Donc on va continuer à écrire cela tranquillement pour voir, si vous voulez, apparaître cette quantité qui manifestement va être la dérivée de cette fonction phi appelée df sur dt au point x0, y0. Alors c'est égal à quoi? Eh bien, on va rassembler les choses. Hein. F de x0, y0. Alors, regardez. On a ici h plus h. On a bien ici hx' de t0 df sur dx en x0, etc. Et puis, on a hy'0, la dérivée partielle. Donc, on a h facteur de x' de t0 df sur dx en x0, y0. Plus, je disais, y' de t0 df sur dy en x0, y0. Et donc ça c'est parfait, hein, on va écrire ce qui reste, mais regardez, donc on a donc phi de t0 plus h égale phi de t0, très bien, et puis moins cette quantité-là divisée par h, d'accord? Donc en fait, on va avoir exactement cette quantité qui nous intéresse. C'est impeccable, on continue. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste ici et là, il reste ici et là. Alors je me suis trompé dans l'écriture, mais vous n'avez rien dit, c'est pas grave, je corrige en live. Je corrige en live, c'est l'écriture symétrique de ce qui est là. Donc c'est pas possible, ce que j'avais écrit ne correspond pas à ce qu'il fallait écrire, c'était plus en fait un h y' de t0 plus un petit o de h. Cette quantité-là, ni plus ni moins. Voilà. Donc, il y a bien le h y' de t0 qui est là. Et là, maintenant, il me reste un petit o de h que je vais mettre en facteur. Facteur de quoi? Eh bien, de la dérivée partielle df sur dx en x0, y0. Pour cette quantité-là, et puis la même chose symétriquement df sur dy en x0, y0. Très bien. Donc ces quantités sont toutes considérées, il me reste plus, écrivons-le ici, plus un petit o donc de h, ce qui semble être une écriture assez compliquée, mais vous allez voir qu'il n'en est absolument rien, plus donc hx' de t0, petit o de h, et symétriquement hy', ben là je ne m'étais pas trompé dans l'écriture, hy' de t0 plus petit o de h. Voilà. Donc, on obtient le résultat suivant. On en est où? Eh bien, j'ai phi de t0 plus h égale phi de t0. Donc, phi de t0 plus h moins phi de t0 sur h. C'est ça qu'il nous faut évaluer maintenant, puisque c'est la définition de la dérivée de la fonction phi, fonction d'une variable. Et on va voir ce qui reste. D'accord? Je vais laisser pour l'instant ici la trace de phi, si vous voulez. On a donc phi de t0 plus h moins phi de t0 sur h, c'est égal à quoi? Phi de t0 plus h moins phi de t0 divisé par h. Eh bien, c'est tout ce qui reste ici, divisé par h. Donc, il nous reste un x' de t0 df sur dx en x0, y0. Il nous reste symétriquement, vous le voyez écrit au tableau, un y' de t0 df sur dy en x0, y0. Et puis,
Il reste cette quantité-là divisée par h et celle-ci divisée par h. Alors, plus, eh bien, on va l'écrire à l'envers si vous voulez. df sur dx en x0, y0, plus df sur dy en x0, y0. Et ça, c'est multiplié par petit o de h, et on vient de diviser par h. Et puis, il nous reste la dernière quantité. La dernière quantité, c'est un petit o, toujours cette quantité qui semble compliquée, mais vous allez voir qu'il n'en est absolument rien. Donc, hx' de t0 plus petit o de h, hy' de t0 plus petit o de h. Je ferme la parenthèse et je divise par h. Alors, on y est, hein, on a terminé, je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'on a exactement ce que je suis en train d'effacer qui apparaît à condition de montrer. Donc on a deux termes ici. Deux termes. Je vais appeler ce premier terme ici le terme numéro 1 et celui-là le terme numéro 2. Sachant que le résultat de la première ligne exactement correspond à celui qu'on doit établir. Donc il faut montrer que 1 et 2 tendent vers 0 quand h tend vers 0. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour le 1, or f est C1 au voisinage de x0, y0. Ça veut dire que df sur dx au voisinage, df sur dx au voisinage de x0, y0, plus df sur dy au voisinage de x0, y0, en valeur absolue, est borné. Ça veut dire que les dérivées partielles sont bornées puisqu'elles sont continues. Donc en fait, ici, vous avez dans l'écriture de la quantité numéro 1, vous avez une constante fois petit o de h sur h, qui par définition du petit o de h, je l'ai rappelé suffisamment en long, en large et en travers, ça, petit o de h sur h, par définition, la notation de Landau d'ailleurs en une dimension, puisqu'ici on parle de la petit o de h, donc d'une fonction, d'une variable, c'est la définition, c'est une fonction de h qu'on ne connaît pas. Mais on sait une chose, par sa notation consacrée, petit o de h sur h tend vers 0. Donc 1 tend vers 0 quand h tend vers 0. 2, il n'y a pas besoin d'en rajouter quand c'est simple. Alors 2, ça semble un peu plus délicat, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors 2, comment montrer que cette grosse bestiole, en quelque sorte, tend vers 0 quand h tend vers 0? Il y a une méthodologie assez généraliste que j'ai eu la chance d'entendre un certain nombre de fois par le professeur André Avez, qui était l'un de mes enseignants, pour ne pas dire mon directeur de thèse, allons-y jusqu'au bout, et dont j'ai eu la chance de pouvoir tirer véritablement des enseignements rarissimes, comme cette chose aussi simple que je vais vous dire maintenant. On veut montrer que cette quantité tend vers 0 quand h tend vers 0. Et on a un petit o qui est un mastodonte dont on ne sait pas trop quoi faire. Mais si, on sait faire une chose. On sait utiliser sa définition. Eh bien, écrivons sa définition. Je vais dire que cette quantité-là, la 2, pour ne pas réécrire le tout, je devrais diviser par h. Je vais le faire tout de suite ici. Et qu'est-ce que je vais faire d'après vous? C'est ça l'idée assez générale donc, du professeur André Avez, qu'on doit pouvoir entendre et lire dans d'autres endroits, bien entendu. Mais je ne fais que relayer et retransmettre ce qui est simple et extrêmement efficace. Eh bien, faisons apparaître ce qui va nous permettre d'utiliser la définition du petit o. Et pour utiliser la définition d'un petit o, il faut que je divise le petit o par l'argument qui nous permet de dire qu'il tend vers 0. Autrement dit, je vais, rappelez-vous, dans comment dirais-je, les débats que nous avons eus sur les petits taux des fonctions à deux variables dès le départ du développement de Taylor à l'ordre 1, eh bien, je vais diviser par ce qui était à l'époque ce que j'avais appelé la norme 1, c'est-à-dire la somme en valeur absolue, la somme des valeurs absolues de chacun des arguments. C'est-à-dire, je vais diviser par la valeur absolue de h x' de t0 plus petit o de h, c'est bien le premier argument de mon petit o, plus
la valeur absolue du deuxième argument. Très bien. En faisant ça, j'ai de facto cette quantité-là qui tend vers 0 quand h tend vers 0. C'est sa définition. Très bien. Je vais rajouter un élément tout de suite, pardon. Et donc, pour écrire cela, il faut que je compense avec valeur absolue de h x' de t0 plus petit o de h, plus valeur absolue de h y' de t0 plus petit o de h. Alors, je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire, je l'ai dit un peu trop rapidement. Cette quantité-là tend vers 0 quand les deux arguments tendent vers 0. Rappelez-vous, petit o de hk, c'est une fonction de h et k qui tend vers 0 lorsqu'on la divise par valeur absolue de h et valeur absolue de k, quand h et k tendent vers 0. Rappelez-vous, le couple hk tend vers 0. C'est la définition, je répète, pour être sûr d'être clair. Un petit o de hk, c'est une fonction de h et k qui tend vers 0 lorsqu'on la divise par valeur absolue de h plus valeur absolue de k, c'était le contexte de la norme 1 que j'avais considéré, dès lors que hk tend vers 0, 0. C'est-à-dire ici, dès lors que le premier argument et le deuxième tendent vers 0. Oui, mais le premier argument et le deuxième tendent bien vers 0, parce que h tend vers 0 dans notre histoire. Je répète, quand h tend vers 0, hx' de t0 plus petit o de h tend vers 0, car un petit o de n'importe quoi tend vers 0 quand le n'importe quoi tend vers 0. Ici, le n'importe quoi, c'est h. Je répète, petit o de h tend vers 0 quand h tend vers 0. hx' de t0, évidemment, tend vers 0 quand h tend vers 0. Donc, ici, ce que j'avais appelé hk, c'est grand H, grand K. Ça, c'est un grand H et ça, c'est un grand K. Et il faut que grand H et grand K tendent vers 0. Mais oui, mais grand H est fonction de petit h, grand K est fonction de petit h. Et évidemment, les deux tendent vers 0 quand petit h tend vers 0. Très bien. Du coup, quand h tend vers 0, cet argument tend vers 0, cet argument tend vers 0. Donc, quand les deux arguments tendent vers 0, cette quantité-là tend vers 0 par définition. Voilà. Je pense que c'est clair. Écoutez, si ce n'est pas clair, réagissez lors de la publication de cette vidéo. Je me ferai fort d'y revenir. Mais il y a deux ingrédients et ce n'est pas la peine d'aller trop vite pour faire comme si tout allait bien. Je veux absolument être, comment dirais-je, convaincu, persuadé que le message est totalement clair à ce niveau-là. Cette quantité-là, je répète pour la dernière fois, elle tend vers 0 quand h tend vers 0. Pourquoi? Parce que quand h tend vers 0, cette quantité, première valeur absolue, tend vers 0 parce qu'un petit o de h tend vers 0, c'est une propriété d'un petit o. Et cette deuxième tend aussi vers 0 quand h tend vers 0. Du coup, si j'appelle grand H cette quantité-là et grand K cette quantité-là, j'ai un petit o de grand K sur valeur absolue de grand H plus valeur absolue de grand K qui tend vers 0 quand H et K, grand H et grand K tendent vers 0, dépendant de ce petit h qui tend vers 0. Très bien. Et donc, c'est par définition à ce moment-là que cette quantité-là tend vers 0. Autrement dit, je vais l'écrire si vous voulez, epsilon de h, un peu pour épurer, fois, eh bien, valeur absolue de h x' de t0, plus petit o de h, plus valeur absolue de h y' de t0, plus petit o de h. Alors là, le h d'au-dessus, il est un peu trop proche, je vais le ramener à la maison, si vous voulez. Et donc là, plus petit o de h. Sur, il me reste sur h. Très bien. Donc j'ai bien cela. Alors maintenant, ça tend vers 0. On vient de le voir par définition. Hein. Ça tend vers 0. Il n'y a aucun souci. Il faut donc montrer que cette quantité-là n'explose pas, ou tend vers 0, ou reste bornée, ça suffira, pour que la quantité 2 tende elle-même vers 0. Et du coup, on aura terminé, on aura bien le passage à la limite pour évaluer la dérivée de phi en t0. Alors, il y a deux choses. Ça, on peut dire que c'est inférieur ou égal à epsilon de h. Alors, vous voyez que j'ai des valeurs absolues, chacune est composée d'une somme, donc j'utilise une égalité triangulaire, et j'ai donc
h x' de t0 en valeur absolue, h y' de t0 en valeur absolue, divisé par valeur absolue de h. D'ailleurs, non, pas divisé par valeur absolue de h, divisé par h. Autrement dit, ce que je vais faire ici, pour pouvoir conclure, j'ai besoin là de passer en valeur absolue. Donc je vais considérer maintenant la quantité 2 en valeur absolue. Donc je vais avoir la valeur absolue de epsilon de h, qui tend aussi vers 0 évidemment. Et là maintenant je divise par valeur absolue de h. Donc là ça devient rigoureux. Et donc il me reste valeur absolue de epsilon de h, pour lequel tout va bien. Et maintenant, j'ai par l'inégalité triangulaire, valeur absolue de h divisé par valeur absolue de h, facteur de valeur absolue de x' de t0 plus valeur absolue de y' de t0, qui sont, ça c'est borné. Alors, je mets volontairement une parenthèse ici, ça c'est borné. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus valeur absolue de petit o de h plus valeur absolue de petit o de h. Je vous renvoie au petit o du fonction à une variable. Ça va être encore évidemment valeur absolue de petit o de h sur, cette fois-ci, valeur absolue de h. On peut mettre le tout comme ça, si vous voulez. Voilà. On a exactement cette écriture très précisément. Je répète, donc je suis passé en valeur absolue de la quantité numéro 2 parce que ici je divisais par h et je ne pouvais pas en dire grand chose. D'ailleurs, vous voyez que je suis passé aussi en valeur absolue ici. Hein. J'ai eu à considérer, à expliquer que cette quantité-là était bornée. Et donc la quantité numéro 1 tend vers 0 par rapport à cette définition du petit o de h qui me donne ici cette quantité tend vers 0. Et puis la quantité numéro 2 en valeur absolue, donc qui est une fonction de h qui par définition d'un petit o d'une fonction à deux variables tend vers 0. Il reste ici cette constante, cette valeur qui est cette somme de valeurs absolues qui sont des quantités bornées, multipliées par epsilon de h, et il reste bien donc valeur absolue de petit o de h plus petit o de h, on écrit ça une seule fois, c'est un autre petit o de h, en valeur absolue divisé par h en valeur absolue, et ça, évidemment, ça tend aussi vers 0, comme je l'ai mentionné dans le premier bloc. Autrement dit, vous obtenez de manière définitive que limite quand h tend vers 0 de phi de t0 plus h moins phi de t0 sur h, eh bien, la quantité 1 et 2 tendent vers 0, 0. Chacune tend vers, la quantité 1 tend vers 0, la quantité 2 tend vers 0. Et il reste bien x' de t0, df sur dx en x0, y0, plus y' de t0, df sur dy, au même point évidemment, x0, y0. Et c'est ce que l'on va noter de manière symbolique, df sur dt au point x0, y0. Voilà comment on dérive une fonction à deux variables lorsque les deux variables dépendent d'un paramètre ou d'une autre variable, la variable t. Je vous dis à très bientôt pour le deuxième théorème de fonctions composées de fonctions à deux variables. Cette fois-ci, eh bien, les deux variables vont dépendre de deux paramètres. X et Y dépendront de U et de V et nous verrons comment procéder à la dérivation d'une telle fonction. À très bientôt, bonne journée.